Madame Tioko, bonjour. Bonjour. Alors, voilà, on est dans le giron de la formation de l'entreprise avec les étudiantes, avec tout ce qu'on a eu ici comme information. C'est quoi, qu'est-ce qu'on appelle culture d'entreprise? Alors, déjà, je vous remercie pour cette opportunité que vous donnez aux gestionnaires de ressources humaines de pouvoir s'exprimer et bien sûr partager leurs différentes activités avec les téléspectateurs ivoiriens. Alors, d'entrée de jeu, il faut dire que, vu de l'extérieur, toutes les entreprises sont pareilles. Donc, en termes d'ateliers, de circulation d'hommes et de femmes. Mais lorsqu'on fait une analyse beaucoup plus approfondie, on se rend compte que les entreprises ne sont pas comparables les unes aux autres. Et justement, c'est l'ensemble de leurs pratiques qui fondent un peu leur identité. Donc, la culture d'entreprise peut se définir comme un ensemble de pratiques, de méthodes, mais également d'agissements que partagent un certain nombre d'employés au sein d'une organisation. D'accord. Alors, partant de la définition, il faut savoir que nous avons par exemple plusieurs sociétés qui exercent dans un même domaine, mais ne vous y trompez pas, chaque entreprise a sa culture d'entreprise propre à elle et on va essayer maintenant de déceler les composantes de la culture d'entreprise. Tout à fait. Alors, quand on parle de culture d'entreprise, il faut dire qu'il y a des éléments qui la distinguent et des éléments qui la composent. Alors, ces éléments-là sont en premier lieu la région dans laquelle l'entreprise se situe, son activité première, donc en termes de formation, de métier. Et il y a aussi les fondateurs de l'entreprise. Et les fondateurs de l'entreprise, on a le code vestimentaire, on a le langage, on a les habitudes socio-culturelles, on a la communication, donc le langage qui distingue et qui compose en fait une entreprise. Donc c'est une double identité. Il y a une identité interne et une identité externe. Bon, on ne dirait pas double identité, on va dire Multiple. dans un premier multiple, on va dire multiple, mais en fait, c'est le facteur externe qui influence notamment le facteur interne. Et comment Voilà. précisément? Alors, de façon précise, on peut se retrouver dans une entreprise, si je prends le cadre de la Côte d'Ivoire, si on se retrouve dans le nord de la Côte d'Ivoire, vous comprenez que les pratiques au sein du nord ne sont pas semblables aux pratiques au sein du sud. Donc déjà, ça va impacter l'entreprise en elle-même. Ça, c'est l'aspect extérieur. Au niveau de l'aspect intérieur, ça va être les habitudes ou généralement le fondateur, donc celui qui a l'initiative de l'entreprise. Allez-y. Celui qui a l'initiative de l'entreprise. Donc, ce sont ces valeurs qu'il va apporter au sein de l'organisation qui vont impacter notamment... Madame, parce que une entreprise, de base, est universelle. Que l'entreprise soit à Korogo, à Tokyo, l'idée de base, c'est faire du profit. Le chiffre. Ah, mais voilà, donc je ne comprends pas pourquoi à Korogo, est-ce qu'on se laisse noyer par l'environnement ou bien on se dit, bon, quel que soit l'endroit où on est, l'entreprise, c'est l'entreprise. La RTI qui est à Abidjan, comme à San Pedro, à Boaké, c'est le même directeur général, c'est le même directeur général, c'est le même logo, voilà. Alors, quelles sont les spécificités, si on peut dire ça comme ça? Bon, si je prends toujours le cas de la RTI, c'est le meilleur cas école que nous avons sur ce plateau. Donc la RTI qui se trouve à Boaké et la RTI qui se trouve à Abidjan est certes la même RTI. Mais vous allez avoir des habitudes et des pratiques de la RTI de Boaké qui ne sont pas des habitudes et des pratiques de la RTI d'Abidjan. Si on veut illustrer nos propos, on peut dire qu'on prend un jour de la semaine où il y a peut-être une tenue vestimentaire qui est commune aux salariés de la RTI de Boaké, mais qui n'est peut-être pas commune aux salariés de la RTI d'Abidjan. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui a été formalisé en fait. Parce que justement, c'est ça la particularité de la culture d'entreprise, c'est que ce n'est pas formalisé, c'est la chose la moins formalisée au sein de l'entreprise. Donc c'est un peu comme quelque chose qui est inné, c'est un peu comme une personnalité. Vous pouvez vous trouver à Abidjan, vous trouvez des personnes à Tokyo, mais vous allez voir qu'elles sont différentes. Elles peuvent être des Ivoiriennes, mais ces personnes vont être différentes. Donc c'est un peu l'identité même de l'entreprise. Quand vous nous dites que ce n'est pas formalisé, pourtant c'est insufflé par le management de haut, alors qu'est-ce à dire? C'est chaque entité, chaque démembrement de la structure maintenant qui essaie d'apporter son grain de sel à une entreprise dûment constituée peut-être par un groupe ou voilà, un État. Comment ça se passe? Bon, il faut dire que le top management, lui, il lance un peu il jette les dés. Il jette les dés. Il jette les dés. Mais en réalité, ce n'est pas une attitude qui est formalisée.
Donc, vous voyez, ce n'est pas des instructions qui sont données. Ce sont des pratiques. Vous pouvez arriver dans une entreprise, dans une salle de réunion, et vous allez voir qu'il y a un siège qui n'est pas occupé. Mais ce n'est pas dit. Mais c'est tout simplement, ça fait partie des habitudes. On sait que là, c'est le siège du boss, donc personne ne s'installe dans ce siège-là. Donc, c'est un peu comme ça que c'est chez nous. C'est vrai. Ce que vous dites là, c'est parce qu'il y a des entreprises où on attrape le sac, où les bureaux sont fermés. Alors que de plus en plus, on assiste à une émergence de nouvelles cultures d'entreprise où ce qui est de base, c'est la transparence. Les bureaux sont ouverts, c'est décloisonné, il y a des vitres au lieu de murs, voilà, en style start-up. Alors, et ça prend du temps. J'aimerais avoir votre avis par rapport à la culture d'entreprise et la sociologie du lieu. Alors, il faut dire que c'est deux thématiques différentes. Parce que quand on parle de culture d'entreprise, on parle d'habitude, on parle de pratique, on parle de comportement. Ça fait partie de la sociologie? Oui, ça fait partie de la sociologie, certes. Mais la sociologie, elle est beaucoup plus grande. Parce qu'elle prend un aspect beaucoup plus grand en termes de psychologie également. Alors que dans la culture d'entreprise, nous sommes en train de regarder un peu les bonnes habitudes qui se font au sein de l'organisation. Parce que c'est ce qui est communiqué sans être formalisé. Donc c'est un peu ça qui diffère. Parce que communiquer sans être formalisé. Communiquer sans être formalisé, en effet. C'est dire que quand j'arrive dans une entreprise, comme les anciens ont tendance à le dire, quand tu vas dans un village, si on marche sur la tête, essaie de te mettre sur la tête. C'est bien écrit là? Oui, c'est bien écrit. Et je vais illustrer un peu votre propos. Vous voyez, pour les entreprises de marque, les parfumeries de marque, on ne connaît pas l'histoire de leur inventeur, de leur créateur, de leur fondateur. Il y a toujours ce mythe-là qui demeure. Donc, eux, par exemple, ils ont cette culture du secret. Comme si vous prenez une entreprise qui est leader dans le domaine des boissons de soda, vous allez voir que ces entreprises-là, elles ont la culture du secret. Parce qu'on ne sait pas... Avec la précieuse formule. Exactement. On ne sait pas quels sont les composants. Même quand elles vendent les licences, il y a toujours ce mythe qui demeure. Il y a quelque chose qui ne va pas être complet. Alors, une culture d'entreprise, ça soit pendant des années, ça ne vient pas comme ça, tic au tac, ça se construit, mais il y a l'histoire de l'entreprise, il y a les us et coutumes de l'endroit où on est. Et puis aussi, moi j'aimerais vous demander, à quel moment on se dit, oui, cette entreprise a une vraie culture? Ça se distingue à quoi? Bon, elle se distingue au cas par cas. Elle se distingue au cas par cas parce que c'est l'identité de l'entreprise. Donc, c'est clair qu'on ne peut pas la détecter comme ça aussitôt. Elle se distingue au cas par cas, mais il y a aussi un élément qui est fondamental, c'est qu'elle est initiée par les fondateurs de l'entreprise. Et donc, justement, à partir de là, de l'intérieur, les salariés ne peuvent pas dire « voici notre culture d'entreprise » parce qu'ils n'ont pas assez de recul pour pouvoir faire cette analyse. Donc, c'est pour ça que généralement, on fait appel aux consultants. Alors, c'est vrai, quand vous parlez de consultants, parce qu'on allait en venir, pour un nouvel employé qui intègre une entreprise, vous nous avez dit ici que ce n'est pas formalisé en tant que tel. Comment il réussit à s'imprégner tout de suite de la culture d'entreprise pour se fondre dans la masse? Justement, l'une des valeurs de la culture d'entreprise, c'est la convivialité, c'est l'ouverture, c'est la communication, c'est la tolérance, c'est le respect. Donc, c'est l'ensemble de ces valeurs-là qui font que lorsque une entreprise est bien structurée et qu'il y a un plan d'intégration du nouveau salarié, lorsque le salarié arrive, il est tout de suite pris en charge, soit dans un système de mentoring, soit dans un système d'accompagnement, de tutorat. Et donc, tout de suite, ce salarié-là, on lui inculque ses valeurs sans qu'elles ne soient formalisées. Moi, je connais des chefs d'entreprise qui m'ont raconté des choses à dormir debout, Alix. Ils arrivent dans un endroit où ils veulent promouvoir la culture d'entreprise. Le directeur régional de la zone va venir lui envoyer quelqu'un pour travailler chez lui. Le préfet, le ceci, le cela, toutes les personnalités de la région vont envoyer au moins une quinzaine de personnes pour travailler. Est-ce que ça, ce genre de pratique en Afrique, surtout dans nos pays africains, ça ne force pas la culture d'entreprise? Non, pas du tout. Quelle culture d'entreprise on peut avoir avec des gens qu'on n'a pas recrutés sur leur base intrinsèque, sur leur formation intrinsèque? Non, alors là, ça c'est une autre problématique. Mais ça peut fausser la culture d'entreprise. Vous convenez avec moi? Oui, bien sûr, parce que dans tous les cas, la culture d'entreprise, elle a des limites. Voilà. Elle a des limites dans la mesure où, quand elle est trop forte, elle peut être un blocage au développement. Donc, c'est clair que de telles pratiques ne sont pas encouragées, mais il faut sensibiliser les chefs d'entreprise à recruter des personnes compétentes sur la base d'un profil qui a été rédigé et des compétences qui sont connues et qui sont recherchées. Justement, pour enchérir sur l'intervention de Marcelin, quand vous parlez de recrutement, là, c'est un recrutement, on va dire, un peu, entre guillemets, sauvage, de personnes qui arrivent, on ne sait d'où, sans base vraiment palpable. Le
recrutement aussi intègre la culture d'entreprise. Je veux dire que c'est des croisements qu'on fait pour pouvoir se dire que celui-là, il peut intégrer notre entreprise. Tout à fait, et je complète un peu votre problématique pour dire un peu que justement, souvent, ce qu'on peut rencontrer comme situation, c'est que on a un candidat qu'on veut recruter, on se dit oui, celui-là, il nous ressemble. Donc par rapport à ça, on il est de notre style, il a notre feeling. Il a quelque chose qui va avec nous. Mais ce n'est pas ça qu'il faut mettre en avant. La première chose, ce sont les compétences qu'il faut regarder. Mais après, il faut que ce soit prédominant parce que c'est vrai qu'il y a des structures ici sur la place. Quand on les voit, c'est sûr qu'on tout de suite on dit oui, lui là, il est de telle entreprise parce qu'ils ont un comportement propre. Il y a un body language. Voilà, oui, il y a un body language. C'est ça justement la culture d'entreprise. Une gestuelle propre à eux. Là, on dit que la culture d'entreprise, par exemple, comme Alix l'a dit tout de suite, là, quand on voit par exemple un gars qui est dans une maison de téléphonie ou autre, on les reconnaît tout de suite. Donc, ça veut dire que... Un snob un peu. Donc, ça veut dire que c'est réussi comme ça. Oui. On peut dire que c'est réussi parce que vous allez voir que les personnes qui vont candidater dans ces entreprises-là vont regarder cet aspect-là. Parce que pour elles, ça fait partie des valeurs positives en fait. Et vous allez voir que l'entreprise va même cultiver ça. Il y en a qui vont un peu plus loin. Au niveau de leur couleur, ils essaient d'initier leur couleur dans les tenues vestimentaires à travers des cravates de couleur, des chaussettes de couleur. Donc tout ça, ça fait partie de la culture positive. Mais la culture d'entreprise a un prix, madame. C'est un coût. C'est un coût, il faut qu'on en parle, parce que les chefs d'entreprise qui nous regardent vont dire oui, c'est bien beau tout ça, ce qu'ils disent, ces trois personnes-là. Ce qu'elles disent, pardon, ces trois personnes-là, mais c'est un coût. Comment on quantifie ça? Comment on fait? Est-ce qu'il y a un audit qu'on fait pour essayer de dégager le budget pour la promotion de la culture entreprise? Faut dire qu'on peut dégager un budget, mais sauf que... En se basant sur quoi? Il faut faire d'abord une analyse. Il faut faire une analyse. Il faut qu'on fasse une analyse beaucoup plus approfondie d'abord pour savoir au niveau de telle entreprise, quelle est sa culture d'entreprise et quelles sont les composantes de sa culture. À partir de là, on peut tout de suite faire le budget parce qu'on arrive à identifier les différents éléments. Nous, par exemple, quand un de nos employés s'en va en mission, voici les frais de mission qu'on doit lui donner, voici dans quel genre d'hôtel il doit dormir, voici où il doit manger, parce que c'est un ambassadeur de la marque. Bien sûr, toujours pour enchérir votre exemple, vous, lorsqu'on vous voit, tout de suite, on a envie de venir travailler à la RTI. Merci beaucoup. Merci. À ce niveau-là, la culture d'entreprise est quelque chose de flexible ou d'évolutive. Alors, la culture d'entreprise, elle rejaillit du passé et elle va vers le futur. Donc, c'est clair que tout de suite, elle doit être inculquée au nouveau. Donc, bien sûr, elle est évolutive. Mais en même temps, aussi, comme on l'a dit tantôt, il faut pouvoir la détecter, pouvoir l'inculquer au nouveau. C'est surtout ça qui fait sa difficulté. Donc, le cheminement de détection et de transmission, ça passe par quoi? D'abord, ça passe par les anciens. Ça passe par les anciens. Parce qu'il faut qu'on ait fait un certain nombre d'années ou de temps dans une organisation pour savoir plus ou moins quelle est sa culture. Et à partir de là, on pourra l'inculquer aux autres. Il y a plusieurs écoles qui s'affrontent dans les entreprises. Quand le nouveau vient, il y en a comme Marco qui accueille à bras ouverts Alix. Alix vice-versa, mais il y en a aussi qui vont faire la rétention d'informations. Ah, lui, là, il vient pour prendre ma place. C'est là le volet psychologique de la culture d'entreprise. Là, on est dans la mystification même de transmission. Non, on a eu l'habitude de faire ça comme ça. Faut pas leur dire. Faut pas leur dire, il faut cacher. On a des idées ici de stagiaires qui ne peuvent pas toucher le pupitre, on l'envoie aller acheter quelque chose, il ne saura jamais comment ça marche. Comment faire pour vraiment conscientiser les gens au niveau psychologique? Comment ça se fait en tant que gestionnaire des ressources humaines? Comment on fait ça? C'est un travail, hein? Oui, bien sûr, c'est un travail de longue haleine. Le gars, il est là depuis 40 ans. Et il a peur aussi peut-être du jeune homme qui arrive avec d'autres compétences et tout. Donc, il ne connaît pas les nouvelles technologies, il a peur. Et sa peur, je veux dire, sa peur peut être légitime, entre guillemets. Oui, comment on fait pour le convertir, entre guillemets? Mais bien sûr, et la peser en même temps. Bien sûr, mais c'est-à-dire qu'au niveau de la gestion des ressources humaines, il y a pas mal quand même d'activités qu'il faut mettre en place. Déjà, il y a un plan de carrière qu'on doit pouvoir déployer. De sorte à ce que quand on est dans une organisation, on ne peut pas être à la même position depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 20 ans. Et il faut pouvoir actualiser les compétences des salariés à travers des formations. Il faut pouvoir les mettre à jour. Donc, quand on a mis en place tout ce processus organisationnel, il n'y a pas de raison que lorsqu'on a une nouvelle recrue au sein de l'organisation, on ne puisse pas partager ces valeurs-là. Parce que ce sont des valeurs, en fait, de l'entreprise. Donc, ce sont des choses à communiquer, à partager. En toute sécurité, en toute sérénité. C'est avec plaisir, justement, qu'on partage les choses qu'on connaît. Quand on connaît quelque chose, c'est avec plaisir. Est-ce qu'il faut tout dire à quelqu'un qui vient d'arriver nouvellement? Oui.
qui est en CDD, par exemple, Il est-ce qu'il faut faut tout lui préserver dire? aussi peut-être une certaine confidentialité sur certaines pratiques. Il est en CDD, est-ce qu'on lui dit tout? Donc, en fait, quand on dit tout, il y a du tout et il n'y a pas du tout. C'est quel tout? Ah oui. Dites-nous tout sur ce tout qui n'a pas de Le tout. tout. En fait, le tout qu'on pourrait lui dire, il y a des choses qui vont se faire dans le temps. Il y a des D'accord. choses qui vont se faire dans le temps et la manière de travailler, les habitudes au sein de l'organisation, ce sont des choses qu'il va découvrir au fur et à mesure. Parce Quand on que vient chaque matin, il y a un doyen là, à la fois le saluer, Exactement. lui, ne le salue pas. C'est pas ce qui peut t'arriver. L'onomatopée, il y a une là, maman après. qui s'assoit là-bas et critique beaucoup, donc il faut aller la saluer aussi pour dévancer. C'est ce qu'on fait. Non, mais après ça, je pense que ça, c'est vraiment pour mettre une bonne ambiance. Parce que c'est ça aussi, l'une des valeurs de la culture d'entreprise, c'est qu'il y a une bonne communication au sein de l'entreprise, et une convivialité, il y a une tolérance aussi. Hein, parce que justement, c'est ce très doyen important. à qui on va dire bonjour, c'est pas parce qu'il est méchant, mais c'est parce qu'il y a un certain respect qu'on lui voue. Et c'est par rapport à ce respect-là qu'on va lui dire bonjour tous les matins. Et justement, parlons de la bonne niveau-là. ambiance, de l'environnement de travail. Si les bases ne sont pas aussi établies, ça va être compliqué parce que le management insuffle une culture d'entreprise. Mais si au niveau même des agents, on s'est cloisonné au sein de chaque département, ben nous, on est de tel style, c'est nous les plus intelligents, les autres, on a des noms ici qu'on entend. Hein. Donc déjà, c'est sectarisé. Est-ce que ça ne met pas mal véritablement la culture d'entreprise? Justement, c'est l'un des inconvénients. Ah ouais. Le clanisme. Ah, oui. C'est l'un des inconvénients parce que justement, vous avez une partie de la population qui reconnaît ses valeurs et l'autre partie de la population qui ne reconnaît pas ses valeurs. On reconnaît à sa manière. Non, on ne dirait pas à sa manière, mais qui ne reconnaît pas parce que les valeurs sont censées être partagées. Donc, à partir du moment où on a déjà un groupe qui ne se reconnaît pas dans ces valeurs-là, donc c'est l'une aussi, l'un des inconvénients également. Vous parlez, quand on parle de culture d'entreprise, ne nous leurrons pas. Hein. L'ambassadeur de la culture d'entreprise, c'est le premier responsable de la structure. Quelles sont les attitudes d'un responsable, d'un directeur général, d'un patron qui vraiment a une culture d'entreprise, de la culture d'entreprise? Alors, il faut dire que... Il se comporte comment au quotidien? Il communique avec ses salariés. Il faut montrer l'exemple. Comment? En montrant. Il communique avec ses salariés. Il y a 17 personnes qui viennent attraper son sac. Il faut qu'il communique. non, Ou Oui, bien bon, voilà, la ou communication mettez- passe par Pas du quoi? tout. Il y a des endroits où quand le bureau, quand le patron passe, personne, c'est-à-dire personne ne rase doit les être là. murs, quoi. Personne ne doit être là. Le patron doit passer sur. Alors que le patron doit communiquer, il doit s'arrêter Il doit être pour vraiment saluer très un peu bien les gens. intégré. Oui, bien sûr, mais en fait, après aussi, peut-être qu'il essaie de créer un mythe autour de sa personne. Ah, C'est Donc ça. ça c'est un autre aspect. Après aussi, c'est la personnalité, le style de management qu'il a envie de véhiculer. Et donc, il faut dire Qu'est-ce que vous préconisez, vous, Ben en oui. tant que. Oui, qu'est-ce qui est Bon, bien? déjà, en style et en mode de management, il n'y a pas un management qui est préconisé comme ça, tout de suite comme ça. Parce qu'il faut déjà faire une analyse. En fonction Il du faut type faire de un l'entreprise. diagnostic pour essayer de détecter d'abord quel est le mode ou le style de management qui est déployé au sein de l'organisation. Après, c'est aussi aux responsables de l'entreprise de démystifier les choses autour de lui. Par Très exemple, si dans une salle de réunion, il y a un seul siège qu'il a l'habitude d'occuper, il peut changer de siège pour ne pas qu'on puisse identifier ce siège comme étant Oui, quand le on arrive siège du top dans manager le au bureau. point auquel, ou quand on arrive dans cette salle Le de tout. réunion, même quand il n'est pas présent, personne n'a envie de s'asseoir pour pas qu'on dise derrière qu'on a envie de de prendre prendre sa sa place. place. Voilà. Donc, c'est à lui de pouvoir mettre ses salariés en confiance et puis pouvoir leur dire que voilà, nous sommes dans une organisation où on a besoin de travailler les uns avec les autres parce que ce sont les compétences de chacun qu'on met en avant. Et justement, à ce stade de nos propos, là, pourrions-nous parler on va dire, du bénéfice de la culture d'entreprise? Oui, les bénéfices, c'est surtout les avantages. Hein. Donc, ce que ça va inculquer, ça va permettre à ce qu'il y ait une réussite au niveau de l'organisation parce que quand les valeurs sont partagées, c'est clair qu'on se reconnaît, on a un sentiment On est à d'appartenance. l'aise au travail. Bien sûr. On est à l'aise et ça agit sur la productivité. Exactement. Heureux de Donc, venir aussi. on est à l'aise, on a un sentiment d'appartenance qui est développé. Et donc, tout de suite, on travaille correctement et on produit efficacement. Voilà. Merci En tout beaucoup. cas, merci beaucoup, Madame Nelly Tioto. Vous êtes Tioko, pardon. Vous êtes senior consultante en Avec un ressources joli humaines. teint noir. Hein, Exactement, qu'on un aime beau beaucoup. teint d'ébène. Beau teint d'ébène. Voilà. Et puis moi, j'ai tranché au milieu. Ouais. En tout cas, merci. Métissage. Merci de nous avoir suivis et puis de nous avoir fait partager la culture de l'entreprise. C'est la chose qu'on merci. espère aussi partager dans notre structure et dans toutes les structures d'ailleurs. Bonne journée à tous, belle journée de travail et puis on se revoit demain. Ciao, ciao. Merci.